Donc dans la première partie, je vais montrer que l'ordre du désir est un ordre naturel et de ce fait aussi contraignant. Alors, premier argument, tout d'abord, je pars vraiment du plus simple. On peut constater que le désir est un processus réglé qui vise à rétablir un ordre rompu. En effet, le désir est tendu vers la satisfaction. Satisfaction, je vous rappelle, réparer une dette ou un tort. La satisfaction est un état d'équilibre de nos sensations et de nos représentations. Donc le désir suppose en nous l'existence préalable d'une carence, d'un désordre qui crée une situation d'inconfort et que le désir cherche à conjurer pour revenir à l'état d'homéostasie, c'est-à-dire de sérénité du corps et de l'esprit. Donc le désir vise par-dessus tout un retour à l'ordre. On voit bien que dans le besoin, par exemple, qui est la forme première du désir, l'être vivant cherche à maintenir son unité et son intégrité contre toute menace de dispersion ou de dissolution. Et d'ailleurs, au-delà du besoin, si on interroge les hommes sur ce qui commande leur désir, sur ce qui préside à tout leur désir, on trouvera bien un objet unique qui coordonne leur recherche, c'est le souverain bien. Vous voyez, on a deux idées. On a l'idée que la satisfaction, c'est un retour à l'ordre, mais on a aussi l'idée que tous les biens que le désir vise sont peut-être relatifs entre eux. Je veux réussir cette composition pour me donner confiance, pour aborder le concours dans les meilleures conditions, mais pour le réussir, et je ne veux pas le réussir pour le réussir, je veux réussir pour entrer dans une bonne école, pour avoir un bon travail, etc. Donc on voit bien que tous les biens que l'on vise sont relatifs, mais il existe bien une fin absolue, seule fin en soi du désir, qui ordonne toute notre recherche, c'est le souverain bien. Et ce souverain bien est l'état ultime d'achèvement, de repos, d'équilibre. Il ordonne le désir et il est lui-même ordre, équilibre, cohérence ou encore harmonie. D'autre part, et ça serait toujours le même argument, ce processus du désir est ordonné à un objet, susceptible de le combler. Le désir, en effet, ne désire jamais tout et n'importe quoi, il ne fait pas feu de tout bois. Et l'ordre du désir, c'est d'abord l'ordre du désirable. On observe un ordre là où l'on observe la présence d'une relation régulière entre des termes. Or, précisément, il y a bien dans le désir une relation régulière entre des termes, entre la présence d'une tension et d'objets objectivement désirables. Et cette relation est d'ordre causal. Plus précisément, elle est de l'ordre d'une causalité finale. En effet, si nous désirons, c'est parce que nous subissons l'attrait de choses désirables. Le désir est, je vous renvoie à notre première partie de l'année, le désir est le désir d'un désiré objectivement désirable. C'est pourquoi le désir humain, comme le remarque Aristote, est extrêmement stéréotypé. Les hommes se disputent les mêmes biens et le désir se déploie en fonction de grandes tendances qui font l'unanimité entre les hommes et qui permettent d'ailleurs de distinguer différents grands genres de vie. La vie de plaisir, libido sentiendi, la vie de pouvoir, la libido dominendi, tel que saint Augustin l'appellera, ou encore la vie contemplative, la libido siendi. Voilà. Et on voit bien que si on interroge les hommes, comme le fait Aristote au début de l'Éthique à Nicomaque, on constatera de réelles convergences dans l'objet de leur désir, qui renvoie à la désirabilité intrinsèque de ce qu'ils désirent. Donc, aussi à l'existence de grandes finalités qui ordonnent le désir humain. Ces finalités polarisent la vie des hommes
et correspondent, nous montrera Aristote, à ce qui permet de réaliser l'excellence propre des hommes. Voilà. Vous pouvez mener cette démonstration avec Aristote, vous pouvez aussi la mener avec Platon. C'est ce que certaines copies ont fait. Platon montre bien dans le Gorgias qu'il y a un ordre du désir, que le désir n'est pas relatif à nos singularités personnelles. Cet ordre du désir correspond à la bonne constitution du corps et de l'âme. Les désirs et les plaisirs des hommes ne sont pas abandonnés au chaos de leur fantaisie personnelle. Tout comme il y a un ordre du corps, une bonne constitution qu'on appelle la santé et que la médecine connaît, contrairement à la cuisine qui essaye de l'imiter, il y a une bonne constitution de l'âme qui ne dépend pas de notre impression subjective et qu'on appelle bonheur. Et c'est le philosophe qui est capable de connaître cet ordre de l'âme et d'indiquer les objets qui lui conviennent ou qui ne lui conviennent pas. Voilà. Donc voilà pour mon premier argument. Ce que j'ai montré, c'est que cet ordre du désir, c'était avant tout l'ordre d'une causalité finale. Voilà. On repère bien des grandes tendances dans les désirs humains qui correspondent bien aux finalités que le désir vise. Pourtant, et ce sera mon deuxième argument, il n'est pas rare que le désir ne parvienne pas à rétablir l'ordre qu'il recherche dans la satisfaction. Il n'est pas rare que le désir participe, au contraire, à déséquilibrer l'existence humaine. C'est ce qui se passe dans la passion ou dans l'hubris. Dans l'hubris, cher aux philosophes grecs, eh bien, le désir perd de vue les limites constitutives de chaque chose. Il perd de vue le sens des proportions, la place que chaque réalité doit occuper. Il vise, par exemple, toujours plus d'argent, comme Midas, toujours plus de jouissance, comme Don Juan, toujours plus de savoir ou d'information, comme Faust, toujours plus de pouvoir, comme le tyran. Voilà, le tyran, en l'occurrence, est vraiment la figure type pour les Grecs et pour Platon des désirs désordonnés, des désirs qui ne savent plus justement reconnaître la limite constitutive qui leur permettrait d'être satisfaits. Des désirs qui rompent, voyez, des équilibres et qui introduisent d'ailleurs dans le monde social et dans le cosmos un désordre presque irréparable. Et le spectacle de tel désordre du désir, vous pouvez les trouver dans les grandes tragédies grecques. Mais cela ne doit pas nous faire conclure à une absence d'ordre. Cela doit plutôt nous faire comprendre que l'ordre du désir n'a rien de mécanique. Le désir est un ordre qui peut se dérégler, contrairement par exemple au besoin, qui est lui aiguillonné par l'instinct. Dans le désir, nous contribuons à la recherche du désirable par nos représentations. Nous n'allons pas directement à l'objet, à la finalité, mais nous y allons par la médiation de jugements et de croyances. Alors là, vous pouvez évoquer Kant, conjecture sur le début de l'histoire humaine, Aristote, dans la métaphysique. Nous désirons une chose parce qu'elle nous semble bonne, plutôt qu'elle ne nous semble bonne parce que nous la désirons. En effet, vous voyez, Aristote nous montre que nous désirons une chose parce qu'elle nous semble bonne. Ça veut dire que nous participons de manière active à la désirabilité de l'objet. L'objet qui nous met en mouvement ne se contente pas d'imprimer ses qualités, son ordre de manière mécanique en nous. Il le fait par l'intermédiaire de nos représentations. Et donc le désirable ne nous met en mouvement qu'à condition d'être perçu comme tel par le sujet désirant et par son imagination, ses sensations, son intellect, etc. C'est pour cela que nous pouvons nous tromper. Nous pouvons viser des objets qui ne nous permettent pas nécessairement de rétablir l'ordre qui a été rompu et d'achever la finalité que le désir poursuivait. Pire, nos représentations peuvent totalement dégénérer et générer du désordre en nous faisant perdre l'ordre naturel du désir. Le désir, je ne le dirais pas comme ça dans une copie, mais c'est juste pour vous faire comprendre mon idée, le désir n'est pas une montre suisse. Cet ordre du désir peut totalement se dérégler. C'est pas un ordre à inventer, l'ordre du désir, il est déjà donné. Mais c'est souvent, pour ces philosophes grecs, un ordre à retrouver, sous le désordre apparent de nos tendances mal orientées.
Et cela témoigne de la perfectibilité humaine. L'homme n'est pas parfait, il est perfectible et il doit s'achever lui-même et accomplir l'ordre du désir. Voilà. C'est ce qui rend nécessaire le travail de la sagesse. Et la plupart des sagesses antiques peuvent être comprises comme des manières de nous rendre sensibles et de nous reconduire à l'ordre véritable du désir. Voilà mon deuxième argument. L'ordre du désir, c'est un ordre à retrouver. Et donc, la transition est toute faite pour mon troisième argument. Qu'est-ce qu'on va attendre de cette sagesse? Eh bien, qu'elle, précisément, nous rende sensibles à cet ordre naturel du désir. Alors là, vous avez vraiment le choix. Il y a pléthore de références possibles. Soit vous empruntez la voie de Platon. Alors moi, je vous conseille d'emprunter une seule voie et de le faire correctement. Platon, c'est très judicieux. Pourquoi? Parce que c'est le grand penseur de l'ordre. Parce qu'il va analyser le désir, dans la République, livre 4 ou dans le Phèdre, à partir des divisions et des tiraillements de l'âme. D'accord? L'âme juste et heureuse pour Platon sait reconnaître le souverain bien et lui subordonner toutes les autres aspirations. L'âme juste, c'est une âme en ordre, justement, qui reconnaît le désirable authentique, qui reconnaît le véritable ordre du désir et qui ordonne toute notre vie psychique en fonction de ce souverain bien qui récapitule tous les autres biens. D'accord? L'âme juste, c'est celle qui sait prendre soin de son corps, c'est les Pétunia, qui sait se mêler des affaires de la cité, des honneurs, le thumos, dans la mesure où cela est requis pour la vie contemplative, le logistikon. Voilà. Et on comprend avec Platon que le bonheur, c'est vraiment une question de mise en ordre de soi. C'est une question de priorité, d'accord? Et vous pouvez prendre l'exemple d'Alexandre, d'accord? Et faire le lien avec les analyses de Paul Ricoeur. L'épithumia abandonnée à elle-même, vise dans le désordre des plaisirs partiels et finis, alors que l'éros, guidé par le logistikon, va exiger plus, va exiger vraiment que l'agir humain soit un tout coordonné à un projet existentiel global, en fonction duquel on hiérarchise les autres biens. Voilà. Et le contraire justement de l'homme sage, c'est le tyran qui vit dans le chaos de ses impulsions contraires et disproportionnées, qui ne trouve pas l'ordre naturel du désir et qui vit dans le plus complet désordre d'une vie de plaisir, ou la recherche du pouvoir ou de ce qui est agréable, prend le pas sur la recherche du souverain bien. Voilà. Et certains ont montré que ce qui était intéressant, c'est que c'est quand ces désirs sont mal ordonnés qu'ils sont impérieux, qu'ils s'imposent de manière tyrannique au sujet. Et donc c'est là qu'on rejoint les deux sens du concept d'ordre. Donc voilà comment vous pouviez mener l'analyse avec Platon. Vous pouviez la mener avec les stoïciens, c'était aussi très judicieux, de montrer que le désir se dérègle quand il est parasité par des représentations délirantes, qui nous font viser des choses qui ne dépendent pas de nous, qui sont impossibles, et qui se transforment en espérances stériles. La sagesse va nous apprendre à insérer nos désirs dans l'ordre du monde. Et vous pouvez faire le lien avec Descartes, certains l'ont fait, dans sa morale, Descartes va reprendre la sagesse stoïcienne, nous montrer qu'il faut changer ses désirs plutôt que l'ordre du monde. Et donc l'ordre naturel du désir, l'ordre réel du désir, c'est l'ordre du réel lui-même, d'accord? Et on pourrait, et ça serait intéressant, élargir le propos avec Platon et les stoïciens en montrant que c'est dans l'ordre du cosmos que le désir doit s'intégrer. Désirer, c'est rester à sa place, c'est connaître sa portée, connais-toi toi-même, selon la devise delphique. Et voyez, vous donnez à votre réflexion un tour plus ontologique, un tour plus métaphysique. Le désir, que ce soit chez les stoïciens ou chez Platon, est cette tension qui ordonne le monde. Et puisque les réalités sensibles désirent dans la participation chez Platon ressembler aux réalités intelligibles. Voilà, l'ordre du monde est sous-tendu par le désir. Voilà, l'ordre du désir, c'est l'ordre de la nature, voilà, et il a une portée totalement cosmologique. Voilà. Et donc ces philosophies sont très cohérentes.
Elle repose sur une conception finalisée du cosmos. Le cosmos est une totalité hiérarchisée dans laquelle chaque partie est à sa place et remplit la fonction qui est la sienne et qui participe au bien du tout. Le désir doit s'intégrer dans cet ordre et il y participe. Vous pouviez encore, alors c'est une perspective cosmologique un peu différente, convoquer les épicuriens. En effet, pour les épicuriens, le désir suit un ordre naturel simple qui est l'ordre du plaisir, des plaisirs en repos. Cet ordre, c'est celui qui restitue la constitution d'un être dans sa pleine positivité. C'est un état d'équilibre physique qui est notre état optimal et qui nous permet de jouir du pur plaisir d'exister. C'est la nature elle-même qui nous suggère cet ordre, c'est le fameux argument des berceaux. Bon, cet ordre, c'est pas l'accumulation désordonnée des plaisirs en mouvement, mais c'est bien la suppression de toute forme de tension et de manque. Le problème, nous montrent les épicuriens, c'est que nos opinions surajoutées ont tendance à déformer les simulacres reçus du monde extérieur et à en transformer ces besoins physiques simples en demandes métaphysiques démesurées. Exemple, l'analyse de la passion amoureuse chez Lucrèce. Et Lucrèce est vraiment l'auteur des désordres du désir dans le De Natura Rerum. Parce que nos opinions surajoutées font précisément perdre de vue, nous font perdre de vue les seuils de satisfaction et de contentement du désir, qui nous expose alors à vouloir toujours plus et qui nous place dans un état de déséquilibre quasi structurel. Bon. Ce que la sagesse épicurienne va nous montrer, c'est que il faut débarrasser le désir justement de toutes ces opinions surajoutées pour lui faire retrouver le sol de nos sensations pures, délivrées de tout cet attirail artificiel, pour justement nous faire sentir dans notre chair cet ordre naturel. Alors bien sûr, chez les épicuriens, vous n'allez pas trouver l'idée d'un ordre cosmique dans lequel le désir doit s'installer, parce que pour les épicuriens, le cosmos est précaire, constitué de la rencontre toujours aléatoire et provisoire entre des corps qui se composent et qui se décomposent. Voilà. Donc, j'aborde maintenant ma transition et ma conclusion. Dans cette partie, nous avons pu montrer que le désir est un mouvement à la recherche d'un ordre qui est structuré, donc il est à la recherche d'un ordre, la satisfaction, le bonheur. Il est structuré par un ordre qui est une causalité finale, d'accord ? Mais ce mouvement doit être accompagné et achevé par la sagesse. Cet ordre, qui est un ordre naturel et finalisé, on peut le perdre de vue. Voilà. Et la sagesse est là pour nous aider à le retrouver. Mais justement, ce qui peut être interrogé, c'est le caractère naturel et finalisé de cet ordre. L'ordre du désir est-il vraiment un ordre naturel à conserver et à retrouver ? Plusieurs angles de critique possibles. Chez les épicuriens, par exemple, les seuils de satisfaction qui doivent guider le désir pour qu'il garde ses justes proportions n'ont en fait rien d'absolu et de naturel. On le sait bien, les besoins humains, qui semblent même les plus élémentaires, évoluent sans cesse et sont modelés par l'histoire et par le temps. Par exemple, disposer d'un moyen de locomotion individuel pouvait être perçu comme totalement aléatoire et relevant de nos opinions surajoutées, de notre envie d'être reconnu, de le luxe, etc. à l'époque d'Épicure, mais aujourd'hui relevé d'un désir naturel et nécessaire pour la plupart d'entre nous. Donc, cela montre que les équilibres que le désir vise ne sont pas totalement façonnés et définis par la nature, mais aussi, et peut-être totalement, par la culture. Et on peut s'interroger plus largement sur cet ordre du réel auquel le désir devrait se plier, par exemple chez les stoïciens. Ne court-on pas le risque de naturaliser et d'universaliser ce que l'on pense être l'ordre du réel ? Ne court-on pas le risque de prendre pour des lois universelles de la nature, pour des finalités objectives, ce qui n'est en fait ce qui ne représente que des normes sociales, contingentes et situées.
On nomme toujours ordre des choses, un certain ordre des choses. Et cela nous conduit malheureusement à imaginer comme impossible ce qui est en réalité simplement un autre ordre que l'ordre existant, qui est un ordre dominant. Donc, ma question pour faire rebondir la réflexion est la suivante. Le désir est visiblement un processus réglé, qui recèle une certaine forme de cohérence. On ne désire pas n'importe comment. Mais s'agit-il réellement d'un ordre finalisé et naturel ? N'est-ce pas toujours un ordre culturel qui modèle le désir de l'intérieur et qui le rend uniforme et prévisible ?